Bien. Bonjour, installez-vous. Alors, je propose que nous démarrions cette dernière conférence du cycle de conférences pour l'année en cours 2022-2023 des grandes conférences de la Graduate School Metro Fab Lab. Pour cet épilogue, disons, avant l'année prochaine, nous avons la chance d'avoir Laurent Matet, qui nous vient de l'Université de Genève. Peut-être avant de dire 3 mots sur Laurent, vous dire comment s'est déroulée cette année de conférence, puisqu'on a eu, j'ai envie de vous dire, une belle année. On a toujours des belles années, mais celle-ci était vraiment particulièrement intéressante. On a inauguré l'année avec une première conférence où nous avons eu la chance d'avoir Philippe Paneret qui venait faire 2 choses, à la fois nous présenter son ouvrage « La ville de demain » qui est paru l'année dernière et en même temps nous faire aussi, je crois, un témoignage de carrière d'un architecte urbaniste, praticien, théoricien qui a largement participé des débats sur la question du projet urbain. Malgré tout, il est venu nous parler de la manière dont, vu depuis l'architecte urbaniste qu'il était, comment se poser la question du projet de la ville de demain. On a prolongé ce questionnement avec Pascal Anfou, et on a la chance d'avoir Pascal avec nous aujourd'hui. Pascal qui est venu nous faire une chose particulièrement intéressante et qui s'inscrivait bien dans la continuité du travail de Philippe, puisque Pascal proposait une périodisation finalement pour problématiser la question de l'urbanisme depuis l'urbanisme programmatique d'après-guerre, pour reprendre les mots de Pascal, jusqu'au l'urbanisme de projet des années 80-90, jusqu'à la situation d'aujourd'hui qu'il nomme, ou en tout cas qu'il propose de nommer avec d'autres, l'urbanisme de l'incertitude, en nous obligeant à nous poser la question justement de comment dépasser la question du seul programme, comment dépasser la seule question du projet, peut-être réfléchir les deux ensemble. Fameuse triade pascalienne, j'ai envie de dire, qu'on retrouve souvent dans les raisonnements de Pascal, qui était absolument passionnante. Et aujourd'hui, il nous semblait intéressant, avec Nicolas, de conclure ce cycle de l'année 2022-2023, de réflexion autour de la question et après le projet urbain, concrètement, puisque c'est un peu ça dont il est question, d'avoir justement Laurent. Alors, Laurent, qui est géographe de son état, mais ce serait vraiment être réducteur que dire qu'il n'est que géographe. C'est quelqu'un qui est plus facile à définir à travers ses observables de recherche. Il sillonne dans toutes les disciplines, la géographie, l'urbanisme, le paysage, les études littéraires, les études de discours, la sociologie. Il fait partie de ces auteurs inclassables et en même temps très très repérables par ses objets de recherche. Et tout particulièrement autour de la question du récit, de la narration. Je crois qu'une des questions que nous pose assez frontalement Laurent depuis maintenant, je ne sais pas, depuis Building Up Stories, c'était il y a 10-15 ans. Oh, 30-40. 30-40, mais je n'osais pas le dire. Non, 30-40, il nous pose la question qui est la suivante, et qui est en creux une question que posait déjà Pascal, je crois, c'est dans le fond, et si l'urbanisme n'était finalement que la production d'un récit. Il a une expression qui revient souvent, Laurent, j'aime beaucoup, c'est dire que la production de documents d'urbanisme, d'études, c'est des productions bavardes, extrêmement bavardes. Et pour les étudiants qui sont ici, on a eu l'occasion, avec les étudiants de la Graduate School en particulier, de travailler sur un certain nombre de textes, à la fois des rapports de recherche et des articles. C'est intéressant de voir comment, en effet, dans l'urbanisme de projet, que décrit très bien Pascal, qui fait irruption dans les années 80-90, porté par le New Public Management, porté par la décentralisation, et notamment par l'irruption des collectivités locales dans un monde de plus en plus globalisé, qui cherche par le projet d'urbanisme à se différencier, à faire une ville
qui permettent à leur territoire de clignoter, il pose aussi la question, ou il réinvestit une vieille question en urbanisme, qui avait été posée par Bernardo Secchi sur le récit d'urbanisme, mais il l'amène un peu plus loin, en embrassant vraiment les questions qui vont de la géographie critique, en passant par ce qu'on appelle les Planning Discursive Studies, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la planification, c'est-à-dire que la projection dans le temps et dans l'espace du territoire, procède également d'un travail de narration, d'un travail de mise en récit. Et il nous pose cette question qui est quand même assez étonnante dans un de ses articles, et dans le fond, est-ce que, en reprenant la parole d'un de ses interviewés, est-ce que dans le fond, être urbanisme, c'est pas tout simplement aujourd'hui animer une séance? Animer une séance entre des habitants, des élus, des techniciens, et puis dans le fond, c'est aussi faire adhérer. Mais adhérer à quoi? À un récit. Mais à quel récit? Alors là-dessus, on peut commencer à broder toute une série de discussions, halte à la néolibéralisation des politiques publiques, et en même temps aussi la mise en récit pour pallier la complexification du monde, la diversification des acteurs. Et dans le fond, si on prend au sérieux l'idée selon laquelle l'urbanisme, ou en tout cas produire la ville, ne serait-ce que symboliquement, c'est produire des récits, c'est là que Laurent est un inclassable. Il nous dit qu'il faut le prendre au sérieux, puis il faut aller se saisir notamment, on peut travailler des études littéraires. Donc oui, on peut faire de la géographie, de l'urbanisme, et se saisir des méthodes de l'étude littéraire pour mieux comprendre ce qui, je crois, nous réunit ici aujourd'hui à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine et à l'école d'architecture, bien évidemment. Donc voilà, c'est sur cette progression, avec des moments choisis, avec Philippe Pandré, Pascal Anfou et aujourd'hui Laurent, qu'on a envie de prolonger un peu ces débats sur une mise en abîme d'idées de projet urbain et puis les conditions de son dépassement, et en le problématisant. Je conclurai en disant une chose qui est assez intéressante, c'est que méthodologiquement parlant, là je m'adresse peut-être plutôt aux étudiants, ce qui est intéressant à apprendre, je pense, des travaux de Laurent, c'est la manière dont il échantillonne ce que Laurent Devime appellerait des observables. Et parmi les observables, je crois que Laurent observe, outre les documents d'urbanisme, la production discursive, il y a aussi le moment où la ville est en train de se faire dans toutes ces réunions techniques, politiques, où des experts, des habitants discutent, produisent aussi des récits, et lui, en ethnographe des pratiques de l'urbanisme, a cet art de la restitution de ce qui se dit, de ce qui se raconte, comme autant de mise en récit de ce que serait l'urbanisme à l'heure de la communication, et va-t-il nous dire également de la participation. Donc trop rapide de présentation. Merci beaucoup Laurent de participer à ce cycle de conférences, et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, je vais donc m'asseoir de manière très impolie pour parler, ça m'évitera de bouger et de sauter devant l'écran tel Mario Bros, parce que je suis très anxieux. Donc j'ai besoin de me dépenser pendant que je parle. C'est toujours troublant de s'entendre présenter par quelqu'un, parce qu'on a l'impression qu'on est mort. En fait. Qu'on restitue une œuvre qui n'a pas existé. Donc merci beaucoup Charles pour ce moment de voyage dans le futur, lointain pour moi j'espère. Mais merci. Donc je vais néanmoins faire un petit détour narcissique à la demande de Charles. C'est une dia que je réutilise depuis pratiquement 10 ans. Du coup aujourd'hui je m'étais dit je ne vais pas la mettre, parce que j'ai découvert qu'elle était sur Internet. Commencer une présentation qu'une dia qui traîne sur Internet, une présentation faite il y a pratiquement 8 ans, c'est pas terrible, mais Charles m'a encouragé à la remettre, donc je l'ai remise rapidement avant de prendre la parole, pour présenter de où je viens, en fait. Alors, oui, c'est bien moi, on change. J'ai commencé ma vie, oserais-je dire, de chercheur, en tout cas de personne qui travaille dans une université, en faisant des études de géographie. Non pas parce que j'avais une vocation extraordinaire pour la géographie, c'est assez déceptif. J'ai fait de la géographie parce que je voulais pas rattraper le latin en faisant des lettres, et je voulais pas faire des maths en faisant de la biologie. Donc j'ai choisi ce qui était à peu près entre les deux, qui s'appelait de la géographie, et j'ai commencé à faire de la géographie en tant que littéraire refoulé, et personne qui aimerait faire de la vraie science avec des maths, et qui n'a jamais pu l'en faire. Et en faisant de la géographie,
j'ai commencé à m'intéresser principalement aux habitants de la ville, aux habitants et aux habitantes, c'est-à-dire aux personnes, dans un langage de Michel de Certeau, qui consomment la ville. La ville, c'est quelque chose qui est produit par une économie, par des interactions, par différents corps de métier, mais ce qui m'intéressait, c'est la façon dont on y vit et les différentes pratiques qui s'y développent avec des arts de faire. Et la manière aussi dont nous tous, et toutes, en tant qu'habitants, habitantes, on arrive à détourner un système qui a été produit par d'autres. C'était la première grille de lecture que j'avais. Et j'avais fait mon mémoire de licence sur le mouvement squat à Genève et les logiques d'appropriation et d'habiter qui s'y développaient. Par la suite, j'ai fait des études genre, il y a très longtemps, j'étais parmi les pionniers, et je m'étais intéressé aux pratiques différentielles de l'espace public entre hommes et femmes et la manière dont des rapports sociaux de sexe se transposaient dans les usages de la vie. Et puis après, dernier moment de cette formation académique, je fais une thèse de doctorat où je me suis intéressé à l'invention de la ville en tant que paysage, où là aussi je m'intéressais à la manière dont des habitants, des habitantes sans qualité arrivent à esthétiser la ville, et au moment où on l'esthétisait, en quoi ça ouvrait des interstices dans la ville, et ça nous propulsait peut-être dans une outre-ville, quelque chose qu'on ne voit pas immédiatement, mais qui est cette épaisseur symbolique qui fait qu'on agit d'une manière plutôt qu'une autre dans un espace, parce que l'espace nous construit aussi. Réinterpréter un peu les travaux de Pierre de Sanzo sur la poétique de la vie. Donc, en premier moment, je m'intéresse principalement à la manière dont on peut consommer l'espace urbain. Puis, après, je passe ma thèse, enfin, je soutiens ma thèse. Puis il arrive un moment de survie en milieu académique, sous des contrats de recherche éphémères, et puis je me retrouve engagé, je ne sais pas comment, à titre de directeur de la Fondation Braillard Architecte à Genève. Saut symbolique et quantitatif considérable. Et puis d'un seul coup, je commence à fréquenter un peu plus des personnes qui produisent la ville. Des architectes, des urbanistes, qui fréquentent ce lieu, qui a une certaine fonction, en tout cas à Genève, mais qui a une valeur symbolique forte, parce qu'ils viennent consulter les archives de Maurice Braillard, puis c'est un centre de ressources important. Et au moment où je bascule peut-être du côté de la force obscure, et je découvre je vais avoir, pendant un certain nombre d'années, c'est un contrat de 5 ans renouvelable une fois, un formidable laboratoire de petites souris, que je vais pouvoir observer en train de travailler, en train de produire la ville. Et c'est à ce moment-là où je commence à faire de l'observation participante, c'est-à-dire à faire du projet d'urbanisme, à travailler avec des services pour comprendre cette chose un peu mystérieuse quand on vient des sciences sociales, ce qu'est l'urbanisme et quels sont les savoirs et les pratiques qu'on mobilise quand on fait de l'urbanisme. En fait, en faisant une ethnographie des projets urbains, j'essaye de faire une épistémologie de l'urbanisme, c'est-à-dire de comprendre comment les savoirs sont produits dans des postures, dans des interactions, dans des discours, et qu'est-ce qui, au jour le jour, s'agence dans les dispositifs dans lesquels vous allez travailler dans la suite de vos existences professionnelles respectives. Donc c'est un peu partie de ces travaux-là que je vais essayer de présenter aujourd'hui, et maintenant c'est la fin du moment narcissique. Et on rentre un peu plus sur le thème de la conférence, qui va traiter de discours en urbanisme, de récits en urbanisme. On va essayer d'organiser un peu ça. Alors, je vous préviens, la présentation elle est organisée en 2 grands moments. Un moment où vous allez avoir des dias avec beaucoup de textes. C'est à dessein, parce que je fais un petit état de la littérature, et ça vous permettra d'avoir toutes les références sous les yeux. Après, je mettrai à disposition la présentation, tu pourras la diffuser. Ça vous évitera de prendre des notes. Donc, il n'y a pratiquement que du texte sur les premières dias. Et après, il n'y a que des images, parce que je raconte un peu plus les choses. Donc 2 moments. Si vous avez de la peine à survivre au premier moment, dites-vous qu'il y a des images qui arrivent. Bien. Donc, si vous vous amusez à rentrer ces 3 mots-clés sur Internet, vous allez vous retrouver assez rapidement avec un nombre considérable de références, qui ne sont pas toutes des références bibliographiques, mais qui rendent compte quand même de l'ampleur que prend ce champ, tant chez les praticiens que chez les académiques ou dans la langue commune. Il est devenu assez d'usage d'entendre parler de récits en urbanisme depuis les travaux de Seki. Et puis, si vous googlisez juste
ces 3 mots, vous allez tomber sur une quantité d'ateliers organisés pour former les professionnels de la profession à l'usage du storytelling en aménagement et en urbanisme, la bonne manière de raconter votre ville, la meilleure façon de partager le projet au moyen d'histoire, etc., etc. Et une économie qui s'est mise en place à partir de ce champ-là. On va essayer de le resserrer un petit peu dans le cadre de la présentation de ce jour, en posant une question relativement binaire, en se demandant, mais cette montée en puissance du champ du récit dans l'urbanisme, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que la montée en puissance du récit dans le champ de l'urbanisme, ça permet, image un peu idyllique, de mieux partager le projet? Donc, est-ce que c'est une pulsion démocratique qui justifie cette montée en puissance de la thématique du récit en urbanisme? Ou est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose d'une séduction manipulatoire qui mobilise une esthétique du discours et qui permet de faire passer les choses en douce? C'est un peu binaire, on va introduire un petit peu de complexité par la suite. Essayons de poser le débat de la manière dont il s'est déployé dans le champ de la littérature scientifique. Je prends juste un tout petit moment, je ne veux pas tout refaire. Donc je prends le bout du champ qui se déploie. Alors, déjà, premier constat, ça s'est ressenti dans l'introduction qu'a donné Charles. Si le récit est partout dans le champ de l'aménagement et de l'urbanisme, il est partout avec une définition très flottante. Et il y a Amil qui, en 2016 en 2021, s'est un peu essayé à mettre de l'ordre dans ces différents usages du récit en urbanisme, et puis qui montre la manière dont parfois le récit renvoie de manière très très large à ce qui pourrait être du récit, mais on est juste en train de parler en fait d'imaginaire. Et quand Bernardo Secchi parle du récit d'urbanisme au début des années 80, il mobilise plutôt cette dimension-là. C'est la capacité qu'a l'urbanisme à organiser un déplacement de la société vers un futur possible au moyen de l'organisation de son espace. Il fait référence en fait à la puissance d'imagination et à la puissance utopique de l'urbanisme. D'une certaine manière, il est assez proche des travaux de François Scholl. Donc, le récit, dans ce champ-là, renvoie plutôt des imaginaires. Ce n'est pas strictement du récit au sens où on l'entendrait du point de vue de la narratologie, par exemple. Ensuite, il y a une quantité d'autres articles que vous allez trouver qui parlent de récits ou de narratifs, mais qui renvoient plutôt aux histoires. C'est les histoires que les habitants rencontrent quand ils sont impliqués dans des dispositifs participatifs, les anecdotes dont ils font état sur des lieux et qui permettent de construire une expertise ordinaire des lieux donnés. Et puis, il y a un troisième champ encore qui renvoie un peu plus à la construction délibérée d'un récit. Là, on est vraiment dans la narration. Et puis, une quantité de travaux vont essayer de montrer que l'activité de planification et l'activité de projetation est toujours une activité narrative dans la mesure où on organise un rapport de l'espace et du temps. Quand vous faites du projet, vous êtes en train de construire des narrations parce que vous travaillez à la disposition d'espaces qui vont se déployer selon une séquentialité et qui permettent de toucher une résolution d'un problème, et c'est en ça que ça fait récit. On va se concentrer dans la présentation du jour plutôt sur cette dernière dimension, l'idée de la narration et de la mise en intrigue des projets. Donc on centre le discours. Cette dernière branche, sur la mise en intrigue, elle a souvent été abordée sous la forme du storytelling dans la littérature scientifique. Avec un storytelling qui peut être compris, on va le voir par la suite, d'une manière assez favorable, plus de démocratie, ou d'une manière un peu plus manipulatrice, où on se dit, il y a un loup. C'est flou. Donc deux courants, d'abord, qui organisent les travaux consacrés au storytelling. Alors là, je reprends la typologie de von Holst, qui dit qu'il y a d'abord
grande série de travaux qui vont considérer que, c'est ce qu'on vient juste de dire tout à l'heure, l'urbanisme est une coquille, est une poétique, non pas au sens où on fait de la poésie, hein, au sens où on organise des séquences pour arriver à un but donné, et que la planification, c'est toujours une activité de narration. C'est toujours l'organisation, comme je disais tout à l'heure, d'un espace et du temps. Et là, vous avez une série de travaux qui creusent ce sujet-là, depuis les premiers travaux de Throgmorton en 92, puis on voit que ça a la vie longue, hein, en tout cas dans le champ des théories du planning, puisqu'en 2021, il y a encore un ouvrage récent qui a été publié par une série d'architectes urbanistes qui réfléchit à cette dimension-là. Et qui montre aussi comment la planification et le projet va remobiliser en permanence des modalités d'organisation de l'espace qui sont des modalités qu'on traîne depuis l'Antiquité pratiquement. Un modèle de vie rurale bénéfique et bonne pour les sociétés, c'est l'idylle qu'on peut faire remonter à l'Antiquité, des modèles d'utopie. Donc ils vont travailler là-dessus pour montrer comment les activités de planification, les activités de projetation, en permanence, travaillent sur ce fond-là. Et puis, dans le prolongement de ces travaux, d'autres personnes vont étirer finalement la métaphore pour dire que c'est cette dimension narrative des projets qui fait que l'espace habité a un sens. On n'est pas juste en train de distribuer des espaces et d'organiser leur déploiement dans le temps, mais aussi en train d'associer des régimes de sens à l'espace donné. Et quand vous faites du projet, c'est ça que vous êtes en train de faire aussi. Vous donnez sens à l'espace qui sera habité par la suite. Et là, vous avez aussi une série de travaux que je vous invite à lire, de Shields, Dion ou Vitaly Segana, celui-ci il est en français, qui montre comment l'activité qui va être la vôtre par la suite a toujours cette dimension-là. Et raconter, c'est donner sens, et c'est donc faire advenir un espace donné. Il n'y a pas de capacité à faire advenir un espace donné s'il n'y a pas de sens qui est apporté. Et c'est même ce sens qui, par la suite, va permettre, et là on revient en arrière sur les travaux de Throgmorton, qui va favoriser le choix pour un projet plutôt qu'un autre. Bien souvent, quand on choisit un projet, au moins tout autant qu'un dispositif spatial, vous êtes en train de choisir sur un régime de sens. C'est le sens que vous allez donner à un espace donné. Quand vous adressez à des politiques ou à des décideurs, des décideuses, ils vont arbitrer là-dessus, sur le régime sémantique que vous amenez. C'est pour ça que c'est important d'enseigner la communication ou la narration dans les écoles d'urbanisme et les écoles d'architecture, parce que une part importante de votre activité, ce sera celle-ci. Vous adressez à des professionnels de la profession qui vont comprendre la proposition spatiale, mais la majorité des personnes auxquelles vous allez vous adresser ne comprennent pas. Et après 3 minutes, ils zappent sur autre chose et ils sont en train de tweeter, s'ils ne comprennent pas. Tandis que si vous les engagez sur un régime de sens, ça fait sens. Et puis, deuxième champ qu'identifie von Holst, c'est des travaux qui essaient de montrer que le storytelling, ça permet d'améliorer la pratique des acteurs, parce que ça renforce la démocratie. Pourquoi ça renforce la démocratie? Parce que le storytelling nous conduit à restituer les projets dans une langue compréhensible par tout le monde. Et si tout le monde peut comprendre les projets, ça va renforcer l'appropriation de ces projets et l'esprit critique. On pourra plus en débattre, on pourra en discuter, on pourra s'y opposer, on pourra faire des propositions d'amendement et d'amélioration. Donc il y a une quantité de travaux que vous pouvez retrouver dans les bases de données qui vont vous expliquer comment mieux narrer le projet, un peu ce que je faisais tout à l'heure, pour que le collectif politique des citoyens et des citoyennes puisse s'en emparer et le mettre en discussion. C'est des modalités d'implication et ça vise à renforcer la participation publique aux projets d'urbanisme et aux projets d'architecture, aux projets de planification. Au tournant des années 2000, quand le storytelling devient un objet de théorie politique, il devient un instrument du pouvoir politique, on va voir un retournement puis
des approches plus critiques qui vont se faire sur le storytelling en aménagement et en urbanisme, qui vont se dire que oui, certes, ça favorise la compréhension et l'appropriation des projets, donc ça renforce l'esprit critique et la participation critique, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai, peut-être que, et là c'est plutôt des géographes qui ont creusé cette ligne thématique, peut-être que c'est surtout un outil de communication politique qui est mis au service des pouvoirs urbains. On va retrouver d'un seul coup, on va remobiliser tous les travaux qui ont été faits dans les années 80-90 dans le champ des études sur les discours, qui ont montré comment finalement la mobilisation du récit est plutôt quelque chose qui vise à orienter la réception des projets urbains et qui vise à l'orienter de manière un peu pernicieuse, dans la mesure où on n'est pas en train de mobiliser des arguments, comme ce serait le cas dans le cadre d'un discours, on est en train de mobiliser autre chose. On mobilise des affects, de l'émotion, de la simulation, qui orientent, sans qu'on s'en rende compte, l'attention des personnes qui reçoivent les projets, qui sont encouragées à focaliser plutôt sur une dimension qu'une autre. Et c'est l'art même du récit. Quand vous êtes en train de lire un roman, vous êtes en permanence manipulé par son auteur, qui joue sur les points de vue, qui joue sur des régimes de suspense, qui sollicite votre curiosité, mais qui construit toujours tout à partir d'un certain point de vue. Et ces travaux essaient de montrer que finalement, c'est le récit dans le projet urbain, il sert à ça. Orienter l'attention des destinataires pour qu'ils s'intéressent plutôt à certaines dimensions qu'une autre. On peut se dire que c'est encore une fois un peu manichéen. On retrouve l'image d'Il était une fois l'homme, avec prof qui fait le récit pour qu'on comprenne et qu'on puisse discuter, et Nabo qui est plutôt en train d'intriguer derrière en permanence. Vous avez déjà vu la série, les dessins animés Il était une fois l'homme? Je vous invite à les re-regarder pour les jeunes générations. Je ne comprends même pas que ce soit encore autorisé à être diffusé actuellement. Donc le manipulateur qui a un nain, et l'épisode sur la découverte du feu, il est formidable. Donc les femmes qui doivent rester autour du feu, l'âtre, puis les hommes qui tirent les femmes par les cheveux pour les faire la chasse. Mais voilà, c'était une autre époque. Bien. Dans tout ça, on peut quand même dégager ce qu'on appelle un gap dans la théorie scientifique, mais ou une tache aveugle, quelque chose finalement qu'on ignore encore à peu près. On peut déjà faire un premier constat, c'est que l'ensemble de ces travaux qu'on réfléchit, qu'on théorisé, qu'on décrit l'usage du récit en urbanisme, finalement, ils adoptent pratiquement tous une approche monomédiatique du récit. Le récit passe par un seul média. De l'écrit, de l'oral, du film. En tout cas, c'est ce qui a été analysé. On a surtout analysé des approches monomédiatiques. En permanence, dans notre quotidien, quand on est en train de produire, du côté des producteurs de la ville, qu'on produit du récit, on n'est jamais sur un seul média. Vous êtes sur du calque, sur de la carte, sur du son, sur du film, sur du papier, sur de l'internet, etc. Donc, pratiquement toutes les monographies ont analysé un seul et même média. Que ce soit le plan, comment le plan raconte une histoire pour engager un processus, le projet en lui-même, les documents d'urbanisme, les documents d'accompagnement des plans, etc., etc. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire maintenant d'un peu plus contemporain. Et puis, pratiquement tous, et Charles t'a rétabli ce schéma-là en fait dans la présentation, pratiquement toutes les monographies ont une approche d'une chronologie du média. Alors d'abord, il y a la vision politique d'organisation de l'espace, qui est traduite dans un plan. Le plan va se décliner en document ou en règlement. Et puis après, il y aura des discours pour accompagner la mise en œuvre.
Et puis après, si vraiment c'est trop compliqué, s'il y a des oppositions, si les habitants, les habitantes sont un peu quérulents, on va emballer tout ça avec du récit et ça va avancer. C'est une approche un peu datée, puis qui correspond vraisemblablement pas à la manière dont on travaille actuellement. Alors, on va essayer de proposer une autre modélisation. Cette approche, je l'ai décrite tout à l'heure, elle est là. Donc, la vision, l'idée du futur, le plan qui va spatialiser ses intentions, le document technique qui se ressaisit de ces différentes orientations, le discours, le plus souvent politique, qui va favoriser le déploiement, et puis après, vous faites un récit si ça bloque, pour que ça avance. Et très certainement que c'est plutôt ça la réalité. Je vais essayer de donner une modélisation où vous avez, ça vaut ce que ça vaut. On voit que je suis géographe et pas, j'ai pas une grande maîtrise. Enfin, je suis un vieux géographe en plus. Avant la révolution numérique. Avec une vision qui va se déployer en différents supports qui peuvent être du récit textuel, qui vont justifier la vision, des visions qui peuvent aussi se déployer au moyen de jeux sérieux, de jeux de simulation, qui vont vous faire rentrer dans la vision politique d'organisation du territoire, qui va se déployer dans des documents d'urbanisme, des discours politiques, etc., etc., etc. Donc très vraisemblablement, c'est ça le vrai fonctionnement. Et ce modèle-là, finalement, il était thématisé, mais dans d'autres champs que celui de l'urbanisme. Nouveau détour théorique avant qu'on revienne sous nos pieds de l'urbanisme. Donc encore quelques dias de texte, et puis vous serez libérés, avec la mobilisation d'un référentiel théorique. Je suis un peu scolaire, vous avez remarqué que je suis les étapes d'un article dit scientifique. Une question un peu vague, un état de l'art, vous allez voir ce que d'autres ont fait avant vous. Parce que bien souvent, il y a plein de personnes qui ont pensé la même chose avant vous. En quoi ça identifie un trou dans la connaissance, des choses qu'on sait vaguement mais qu'on ne sait pas vraiment. Puis on va mobiliser un nouveau référentiel théorique pour essayer de faire parler le terrain. Le référentiel théorique, c'est celui qui est issu des études culturelles ou des théories des médias ou des études littéraires. C'est trois champs qui se rencontrent à un moment donné sur un point donné, qui est ce qu'on a appelé depuis le transmedia storytelling. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le retrouver de partout maintenant, mais c'est peut-être la peine de le définir clairement. Premier moment où l'expression émerge, on la retrouve chez Henry Jenkins, dans un ouvrage de 2006, qui essaie de donner une théorisation de ce qu'il considère comme un nouveau mode d'accès aux produits culturels, avec là aussi une coquille, il manque un X, un nouveau mode d'accès aux produits culturels, où il remarque que de plus en plus les produits culturels sont déclinés en différents médias, ce qui permet de multiplier les lignes narratives et donc d'accroître l'empire de la fiction. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un des exemples qui est thématisé par Jenkins, c'est, il y a d'une part la série Matrix et puis il y a Star Wars. Vous avez d'abord un film et le film va se décliner en produits. Alors, il y a des produits qui sont des petites poupées que vous pouvez acheter, qui vont vous faire souvenir du film, mais il y a plus que ça. La narration est prise en charge par d'autres plateformes, d'autres médias qui vont vous permettre de découvrir l'histoire de manière différente. Alors, Matrix va assez rapidement commencer à se déployer au moyen d'un jeu de simulation sur Internet. Où vous allez pouvoir poursuivre l'expérience, mais de manière détachée du film. Vous pouvez voir le film, mais pas nécessairement. Vous pouvez juste vous amuser à jouer sur Internet. Vous pouvez jouer sur Internet et voir le film. Vous pouvez voir le film sans jouer sur Internet. Peu importe. Il va y avoir après aussi des séries de podcasts qui vont être mis diffusés. Donc une série de supports rentre dans la narration d'un univers. Ils ont une certaine forme d'indépendance, mais vous pouvez être gagné par cet univers et devenir des vrais accros. Écouter tous les podcasts, suivre des épisodes sur votre smartphone, rentrer et jouer sur Internet à un jeu qui permet de perpétuer cet univers,
Et puis, vous allez avoir aussi une quantité de forums qui sont mis en place, où vous faites des hypothèses sur la manière dont va se finir la série. Donc, c'est ce que décrit Jenkins, en disant que là, on a un nouvel univers narratif qui émerge, qui favorise l'engagement dans le produit. Il favorise l'engagement du public parce que vous devenez créateur de l'intrigue. Vous pouvez anticiper la fin de l'histoire, vous pouvez construire des fins alternatives, vous allez chercher de plus en plus d'informations. C'est une façon finalement de devenir toxicomane du monde narratif qui a été produit. Donc Jenkins décrit ça. Le terme est proposé, puis il prend une vie intellectuelle et scientifique, si bien que quelques temps plus tard, Mary-Laure Ryan, qui est une grande narratologue, théoricienne des études littéraires, ont fait un des modes narratifs le plus important de notre temps. Puis elle prend acte du fait que de la consommation et de la mise en circulation des produits culturels, ce que produit Hollywood notamment, ou la télévision, c'est devenu un principe de narration universelle qui va être mobilisé aussi dans ce qu'on a appelé depuis le slow journalism, donc le transmédia non-fiction. Et maintenant, c'est quelque chose qui impacte la narration scientifique. Où, quand quelque chose prend du temps, vous l'amenez progressivement sous forme de médias alternatifs. Ça peut être des séries de podcasts ou d'émissions radio, des archives que vous mettez en ligne à disposition, des petits films que vous réalisez à mesure que vous documentez quelque chose, où vous êtes en train de faire une recherche. La narration et journalistique et scientifique se complexifient, et c'est plus simplement un récit sur un format papier qui est communiqué quand tout est fini. Donc une nouvelle façon de raconter les choses et les objets. Parmi les caractéristiques de ce transmédia, nous disent les personnes qui ont travaillé là-dessus, on a un souci de faire émerger plutôt que de transposer. Mary-Laure Ryan, quand elle dit c'est un mode narratif le plus important, elle dit pourtant la transposition aux différents formats, elle n'est pas neuve. De tout temps, on a transposé des mythes dans des contextes différents ou dans des formes différentes. Le mythe qui se déploie en pièces, en épopée ou en livre, par exemple, dès la période antique. Donc, plus que la transposition, ce qui va importer dans le transmedia storytelling, c'est que vous avez un monde narratif qui est structuré, mais qui n'est pas transposé dans des médias différents. C'est des bouts d'histoires différentes, ou c'est des histoires différentes à partir d'un même monde. Quand vous faites du transmedia storytelling et que vous êtes des chercheurs, c'est pas tout le temps la même histoire qui est racontée sous différents formats. Vous n'êtes pas en train de faire... Enfin, pendant longtemps, les scientifiques ont fait ça. Il y avait une recherche qui donnait lieu à un gros mémoire à la fin, qui pouvait être une thèse, puis vous en faisiez une synthèse que vous alliez présenter sous forme de poster à un colloque. C'est la même chose dans un autre format. Transmedia storytelling, c'est autre chose. Vous n'êtes pas en train de transposer sous un autre format, mais vous amenez des éléments d'intrigue différents par des formats différents. Donc vous faites émerger plutôt. Et puis, deuxième élément de caractérisation, nous disent les spécialistes, et c'est important, on le verra après dans l'étude de cas, c'est que le principe de structuration d'une approche par le transmedia storytelling vise une intertextualité radicale, nous dit Jenkins, et une multimodalité. Par l'intertextualité radicale, le principe, c'est de s'engager de plus en plus profondément dans la compréhension d'un univers narratif. Vous avez vu, vous êtes en train de suivre Lost, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, ça vous dit quelque chose? D'accord. Ça fonctionne bien, Lost, parce qu'il y a plein d'éléments d'intrigue qui sont morts en cours de route et qui engageaient les fans dans la consommation de la série. Donc, vous suivez la série, et après vous êtes complètement accro parce que vous dites, mais c'est quoi cette fumée noire? Qui est ce gardien de la source? Qui est Jacob? Qui sont les autres? Etc., etc. Et vous êtes encouragé à faire des hypothèses, sauf que vous êtes tenu, discipliné par le format d'une saison. Et
vous avez plein de questions qui restent en suspens, etc., etc. Et vous allez commencer à vouloir partager avec d'autres fans pour creuser ces intrigues. De forums émergent, souvent encouragés par les studios. Et puis, d'une saison à l'autre, il faut maintenir l'intérêt des spectateurs. Et qu'est-ce qui va se passer dans la série Lost? Vous allez avoir une série de web épisodes qui vont être diffusés, qui racontent des bouts de l'univers narratif que vous pouvez suivre ou pas suivre. Ça n'a pas impacté ce qui se passe au centre de l'histoire, mais qui vous permettent de comprendre quelle était la vie de Jacob avant, qu'ont fait ses personnages, etc., etc. Donc ça vous engage dans la fiction. Vous devenez de plus en plus toxicomane de l'univers narratif. Donc c'est multiplier des supports pour faire en sorte qu'on rentre de plus en plus profondément, corporellement, dans la narration, dans l'univers narratif. Donc ça stimule l'engagement. Mais en stimulant l'engagement, on stimule aussi la compréhension de l'univers narratif. Vous voyez, des petits spécialistes de Lost, et vous comprenez mieux ce qui est en train de se passer. Parce que vous avez tout vu. Vous êtes informé de tous les intrigues parallèles. Bref, c'est votre monde, vous vous déplacez dedans. Et puis, la multimodalité, nous dit Jenkins, ça vise à une chose assez simple, ça vise à promouvoir l'expérimentation. Quand vous êtes dans votre fauteuil, que vous regardez la série le vendredi soir, seul ou accompagné, vous êtes dans une forme de passivité, même s'il y a une forme de créativité, toujours, il n'y a pas une réception passive des images, mais vous êtes en train de faire des hypothèses. Mais par la suite, vous avez d'autres types de médias qui vont vous faire rentrer différemment dans l'histoire. Ça peut être un jeu de simulation où là, vous devenez des participants. Et puis, après, il y a des forums où vous devenez des co-scénaristes. Donc, c'est différents régimes de participation à l'œuvre, différents régimes d'engagement qui sont mis en œuvre par cette multimodalité. Premier régime de caractéristiques. Puis après, on voit que l'idéal du transmédia storytelling, finalement, c'est de stimuler des modes d'interaction avec des univers narratifs. On n'est pas des consommateurs, mais on est des co-créateurs. Donc c'est des modes d'interaction avec ce qui est en train de se passer. Et puis Marie-Laure Ryan a identifié, ça je vous l'ai dit parce qu'on va le réutiliser tout à la fin, 3 modes d'identification des interactions qui se déploient avec le système médiatique qui est construit par du transmédia storytelling. Il y a ce qu'elle appelle les interactions internes. C'est tout ce que le système médiatique détermine. Les personnes qui sont familiers des approches de la STS savent que toute technique est un script, c'est-à-dire qu'elle déploie une modalité d'usage et qu'elle va un peu déterminer la façon dont on va interagir avec. Ça, c'est un très bon exemple. Donc, premier régime qui peut être analysé, c'est les interactions internes, et puis la façon dont une technique va prescrire une façon de faire. Quand on fait de la communication en urbanisme, on est assez conscient de ça. Ce qu'une planche va déterminer comme type de lecture, du terrain, ce qu'un jeu va déterminer. Ensuite, il y a ce que Marie-Laure Ryan appelle les interactions externes. C'est la manière dont le fan, le public, peut interagir avec l'ensemble du système pour accéder à des informations différentes ou à ce qu'elle appelle des documents différents. On reprend l'exemple de Lost, quand les producteurs de Lost diffusent des petits épisodes qu'ils appellent des mobisodes, qui vont être diffusés sur des téléphones portables pour suivre des bouts de l'intrigue. Ils mettent à disposition un certain type de documents. Quand ils construisent des forums, ils mettent à disposition d'autres types de documents qui vont permettre de thématiser la série et de faire des hypothèses alternatives. Que les scénaristes vont ensuite aller retravailler pour poursuivre la série. Quand ils mettent à disposition des podcasts audio qui permettent de raconter aussi la série, ils participent là-dessus. Les interactions externes sont le nombre de documents mis à disposition qui permettent de faire survenir quelque chose de différent, c'est-à-dire de nouvelles histoires par rapport à l'univers narratif qui nous intéresse. Et puis,
dernier mode d'interaction que décrit Marie-Laure Ryan, puis après on va les mobiliser. C'est ce qu'elle appelle les interactions productives. C'est toutes les traces qu'on va laisser autour de ce système médiatique, c'est-à-dire tous les mondes narratifs autres qu'on va faire émerger. Ce qui va rester sur les forums, la manière dont on va suivre la vie des personnages et l'enrichir d'hypothèses accessoires. C'est tout ça que décrit Marie-Laure Ryan. Et puis elle arrive à dernier élément d'importance, avant qu'on concrétise tout ça, elle arrive à se dire que finalement, ce qu'il faut apprendre à voir quand on analyse un système de transmedia storytelling, donc qui cherche à faire émerger plein d'histoires à partir d'un univers narratif donné, c'est qu'on a toujours un vaisseau mère qui va organiser le déploiement du récit. La série Lost, la série Star Wars, Matrix, etc. Puis après, on a des intrigues périphériques qui se déploient, qui n'impactent pas nécessairement le vaisseau mère. Ça ne se traduit pas nécessairement à l'intérieur. Ça... Ouais. Poursuivons là-dessus. Dernier élément maintenant vraiment de théorie, avant qu'on rassemble toutes. Quelque chose d'important qu'il faut garder à l'esprit, c'est de se dire que on a l'impression que c'est l'hyper-créativité. On a des gens bien intentionnés qui s'appellent des producteurs, qui autour d'une série mettent en place plein d'outils et plein de médias pour qu'on puisse mieux comprendre la fiction, qu'on puisse expérimenter notre créativité ordinaire, notre capacité à, nous aussi, produire des éléments d'intrigue d'un scénario, à s'approprier l'histoire et à la détourner. Ça reste quand même quelque chose de commercial. C'est une technique d'engagement des publics et c'est délibérément mobilisé à cet effet. Une stratégie commerciale qui vise à rendre accro les publics. D'ailleurs, une anecdote, hein, quand le transmédia commence à émerger, ça commence à émerger autour d'une série qui se voit attribuer une mauvaise case horaire. Celle du jeudi soir qui fonctionne mal, semble-t-il aux États-Unis, en tout cas à l'époque. Il fallait faire en sorte qu'on ait encore du public la semaine d'après. Pour qu'on ait encore du public la semaine d'après, il fallait déployer les systèmes techniques et des systèmes narratifs qui font qu'ils restent accros finalement, qu'ils ont envie de revenir. Donc c'est une modalité d'augmentation de l'audience d'une série, d'un produit culturel donné, au moyen des fans. Donc il faut créer des collectifs, des communautés de fans. Et puis ça vise à, encore une fois, stimuler un engagement total, d'attirer des téléspectateurs une semaine après l'autre. On peut se demander si, là-dedans, dans ce qu'on vient de voir, on peut faire une analogie avec le champ de l'urbanisme. Est-ce que dans les modalités de communication qui sont mises en œuvre actuellement par les collectivités publiques, par les agences d'urbanisme, autour de la production métropolitaine, par exemple, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui y ressemble? On n'est pas en train de multiplier différents formats de communication qui sont là pour engager les collectifs habitants, les collectifs politiques des citoyens et citoyennes dans la fabrique métropolitaine, en déployant des éléments narratifs sur des supports papier, sur des supports électroniques et dans de l'événementiel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit nous interpeller là autour et qu'il y a peut-être ça qui est en train de se mettre en place, qui est une façon comme une autre d'engager des publics dans une visibilité citadine. Donc c'est ce qu'on va essayer de thématiser maintenant, mais en évitant d'avoir toujours à choisir entre c'est bien, c'est pas bien, on veut nous faire participer, on nous manipule. En se disant que bien souvent, la logique de communication, on ne peut pas résoudre ça entre une alternative, entre une volonté d'accroître l'emprise ou une volonté d'impliquer, et que bien souvent c'est les deux. Et c'est bien souvent les deux en même temps.
que les stratégies de communication institutionnelle et la volonté d'approfondir la participation publique, le plus souvent ça s'articule plutôt que ça s'exclut. Que peut-être que si ça tend à s'articuler de plus en plus, c'est parce qu'elles sont de plus en plus tendance à emprunter des modalités hybrides sur lesquelles les spécialistes de la participation publique, les spécialistes de la communication se rencontrent. Et c'est ce qu'on va essayer de discuter à partir d'une étude de cas, maintenant il n'y a plus de texte. Ça va jusque-là? Donc la fabrique d'une communication, là on va se déplacer à 2 heures d'ici, en Suisse. 2 heures dans le meilleur des cas, quand vous avez des trains. En Suisse, à Genève. Puis on va essayer de répondre à une question candide, ou décrire une situation candide, c'est quand les spécialistes, les professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme font du transmedia storytelling sans le savoir. Pascal? Hein? Elle est où? Alors, l'étude de cas. Donc, là, on va restituer un dispositif qui est un dispositif qui se met en place. On pourra discuter si c'est un dispositif ou un assemblage. Un dispositif qui se met en place pendant 10 ans à Genève. Et le matériau qui est mobilisé, c'est une observation participante au long cours. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir être là les 10 ans. Dont l'une des manifestations qui participent de ce dispositif et de voir les ajustements qui ont accompagné cette manifestation, voir comment elle a dialogué avec d'autres types de manifestations. Donc c'est 10 ans d'observation au long cours de la mise en place de cette manifestation qui visait à promouvoir la culture de l'urbanisme à Genève. Ensuite, une observation non participante, cette fois, de 2 éditions d'un dispositif de promotion des grands projets urbains genevois, à destination du grand public. Une série d'entretiens que j'ai fait avec des collègues auprès ce qu'on appelait des grands témoins des mutations des métiers de l'urbanisme à l'échelle régionale. Et puis une analyse documentaire de tout ce qui a été produit, publié, diffusé dans le cadre d'un des événements qui est décrit. Et à partir de ça, on a essayé de comprendre comment se déployait une stratégie de communication qui n'est pas simplement une stratégie de communication, mais qui est une stratégie d'implication du public dans la production urbaine. Puis on va voir qu'il y a des camps qui s'opposent. Enfin, qui s'opposent. Il y a des personnes qui portent plutôt la logique de la communication, des personnes qui portent plutôt la question de la communication publique, de la participation publique, et que c'est quelque chose qui se tisse dans des allers-retours, des fois aussi dans des enjeux transactionnels entre les différentes cellules qui font un office ou un service, que tout ça c'est de la transaction en permanence. Et c'est pour ça qu'on fait peut-être du transmedia storytelling sans le savoir. À partir d'une situation problème que je vais décrire maintenant. La situation problème nous renvoie au tournant début des années 2010, où en Suisse, à Genève, on entre dans une phase de consultation publique du plan directeur cantonal. Les plans directeurs cantonaux en Suisse sont des documents qui sont prescrits par la loi sur l'aménagement du territoire. Chaque canton doit être doté d'un plan directeur qui donne les grandes orientations au développement territorial d'un canton donné sur les 25 à 30 ans à venir. C'est un travail d'abord interne aux administrations, services de mobilité, services de l'urbanisme, services du patrimoine, qui travaillent à faire cette planification pour les 30 prochaines années. Puis arrive le moment, qui est toujours le moment un peu critique pour les autorités politiques et les services techniques, c'est le moment de la mise à l'enquête publique. Et après cette mise à l'enquête publique, il y a encore le vote par le Parlement cantonal.
puis l'envoi aux autorités fédérales. Donc ça fait 3 moments où vous pouvez vous faire un peu retoquer. Et donc ce document technique arrive à sa phase d'enquête publique, où il reçoit un nombre considérable de remarques. Je crois 248 remarques. Et puis, en plus de ces remarques, commence à avoir un discours qui se structure, où le plan directeur cantonal devient un moment crucial de discussion des orientations de développement économique du canton. Le plan directeur cantonal, en fait, déclasse de la zone agricole, propose beaucoup de densification pour accueillir la croissance démographique genevoise. C'est une des régions les plus dynamiques d'Europe en 2010. La plus forte croissance européenne dans ce moment-là. Donc comme on crée beaucoup d'emplois, on crée aussi une croissance démographique et il n'y a plus un seul logement de disponible. Je crois qu'on était à 0,11% de taux de vacances. Donc en gros, il n'y a plus de logement. Et le débat commence à se faire entre est-ce qu'on continue à faire de la croissance économique pour sacrifier de la zone agricole et densifier, ou on se dit qu'il y a d'autres modèles de croissance et qu'on peut faire autrement. Peut-être une croissance plus endogène, où on valorise les ressources locales et on arrête de devoir croître, déclasser, densifier. Bref, le débat politique menace de tourner mal pour quand même certains promoteurs de la croissance. Les services techniques travaillent, essaient de répondre au mieux de leurs possibilités ou d'ignorer de manière la plus discrète possible certaines des 248 remarques. Et puis, il va y avoir la vraie épreuve de vérité, qui est le moment où il faut passer tout ça au Parlement cantonal. Et donc, il y a nécessité d'accompagner ce document technique d'un récit mobilisateur avec un élu et son secrétaire particulier qui va construire un vrai récit sur l'idée d'une nécessité de retrouver une envie. À Genève, tout est bloqué, on n'arrive pas à construire, parce qu'on a perdu l'envie de vivre, d'habiter, de nous renouveler, de s'embrasser, de faire des enfants. Donc un récit commence à être structuré qui va vraiment donner lieu à un vrai récit. Ce n'est pas juste un récit politique qui est porté dans des cénacles ou à certaines interventions. Un document écrit va être produit qui va accompagner cette lecture du plan directeur. Et ce document écrit, il va être accompagné d'actes aussi. C'est-à-dire que le magistrat en question va aller voir les associations professionnelles en disant « Architectes, révoltez-vous ». Grand message de Sade. Français, révoltez-vous. Là, architectes, révoltez-vous. Prenez votre destin en main. Ayez envie de construire. Il va aller voir les maires de chaque commune, avec toujours le même discours qui est déployé. Annuaire statistique. Tant de naissances dans la commune l'année dernière. Vous n'avez pas envie de loger vos enfants. Vous préférez qu'ils aillent habiter sur le canton de Vaud ou en France. Donc, retrouver cette envie, etc., etc. Donc, un grand narratif se produit qui est décliné en différents dispositifs. Et puis, il est décliné aussi en discours politique qu'on va retrouver à peu près partout, dans la feuille de route du Conseil d'État, dans les différentes plaquettes qui expliquent les outils d'urbanisme. Et puis, dans ce discours magnifique est celui d'une nécessité de retrouver l'envie d'air, l'envie de construire, l'envie d'enfant, l'envie de vivre, l'envie d'espace, l'envie de créer, l'envie de lien, l'envie d'habiter. Bien. On voit déjà un premier moment de mise en discours et de transformation du document, qui nous fait penser à la séquence un peu que décrivait Charles tout à l'heure, où on a d'abord le document technique, qui est une vision politique, qui est une vision on va encaisser la croissance, on va organiser notre territoire pour qu'il puisse correspondre à la croissance qu'on souhaite, parce qu'on veut de la promotion économique, on veut de la richesse à Genève. Et puis on va avoir des fiches d'accompagnement et des mesures. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on s'y oppose, donc on va faire un peu de discours politique. Et puis on va enrober tout ça dans quelque chose de coloré, qui rétablit un peu d'envie là autour, et ça va fonctionner.
Mais il y a un contexte quand même un peu sensible qui fait se rendre compte que la communication et le récit, ça compte. Ce qui est intéressant, c'est que ce moment un peu charnière, où on voit de la contestation qui émerge, on commence à produire un récit, et puis le canton se dote 2011, 2012, j'ai un doute maintenant, d'un chargé de promotion des grands projets. Il va se doter d'un service de concertation et communication des grands projets. L'idée d'une communication devient d'importance cruciale. Et puis on va multiplier les différents supports qui permettent de dire à peu près la même chose. On fait des films explicatifs du plan directeur cantonal, avec tous les systèmes d'interaction qui se nouent à l'échelle du Grand Genève, Andevaux et la France. Vous avez vu d'ailleurs, les enfants vont habiter sur France, ce qui nous inquiétait beaucoup. Donc on est dans ce contexte-là, quand je commence l'histoire de la mise en place de ce dispositif, on a, à ce moment-là, quand ça commence à être un peu contesté, un grand démonstrateur qui montre qu'on peut faire de la vie où on a envie, de la vie là où on peut avoir envie, qui est le PAV, le projet Praille Acacia Vernet, réputé être le plus grand périmètre de projet européen. En périmètre en réhabilitation. Partie. Donc il faut communiquer, il faut faire des relations publiques. Ça va être le grand message au départ, ce qui est expliqué par les personnes qu'on a interviewées. On va mobiliser vraiment un modèle de relations publiques. C'est rencontrer les gens, les relations publiques. Rencontrer les gens pour leur expliquer ce qu'on fait, ou juste pour les rencontrer. C'est ça la relation publique. Premier élément de la stratégie qui se met en place, donc, c'est montrer qu'on est en train de faire quelque chose, qu'on a compris le problème des Genevois, qui est un problème d'habitat, et qu'il faut construire. Donc, l'exposition, qui commence à un vecteur surmobilisé, et cette exposition, elle va se déployer d'abord de manière très très frustre, de la planche, puis après, de plus en plus, des éléments de réalité virtuelle ou de simulation, on retrouve des dispositifs quand même assez communs. La planche, la maquette, et puis quelque chose qui va devenir un incontournable de la communication urbaine genevoise, qui est l'orthophoto sur linoléum, sur laquelle vous vous déplacez, pour expérimenter le périmètre en marchant dessus. Qui est une façon d'incorporer finalement le récit du plan directeur. Ce moment marque un premier temps de constitution du dispositif qui, assez rapidement, va nécessiter d'être un peu sophistiqué parce qu'on se rend compte, finalement, du côté un peu frustre de ce dispositif. On s'est dit qu'il faut faire plus que ça parce que là, c'est principalement les spécialistes du domaine qui viennent, les professionnels de la profession, et qu'il faut quand même aller rencontrer les Genevois, plutôt. Pas simplement des urbanistes, ou des architectes, ou des promoteurs, ou des économistes de la construction. Donc l'idée est formulée par le canton, l'État, de partir à la rencontre des gens et d'aller chercher les gens là où ils s'y attendent le moins. C'est pas nécessairement là qu'ils vont venir, il faut s'intéresser à l'urbanisme pour y aller. Et le canton va commencer à se saisir d'un grand événement tout public à Genève, qui est le Salon des Automnales, qui est l'ancien salon des arts ménagers. Tout le monde y va parce que c'est une foire. Vous pouvez découvrir la cuisine locale, acheter des cartons de vin, acheter des stocks de surplus militaires, etc., etc. Et le canton déploie son stand là-bas, qui est un stand de communication des grands projets urbains, avec, là aussi, l'idée que ce qui compte, c'est vraiment d'aller rencontrer les gens. Les entretiens qu'on avait faits nous expliquaient clairement, le but, c'est pas nécessairement de donner de l'information. C'est juste rencontrer des personnes et discuter. Après, ils embrayent ou pas. Mais d'abord, on les rencontre, on fait des relations publiques. Avec des systèmes, encore une fois, assez classiques. La maquette, qui est un peu fétichisée par les architectes. On voit que c'est pas l'endroit où il y a le plus de monde. Par contre, la maquette, l'orthophoto qui s'est sophistiquée. On voit qu'on progresse, où cette fois on a de plus en plus des dispositifs de réalité augmentée où vous pouvez vous déplacer et puis prendre connaissance des projets, de la manière dont ils vont se développer.
on n'est pas encore à l'étape de la réalité virtuelle, c'est l'étape actuelle, mais vous rentrez un peu dans la maquette, dans des dispositifs de communication qui sont aussi des dispositifs un peu d'implication du public, mais qui visent également à diversifier ces publics. C'est donner une information à des personnes qui ne viendraient jamais. Mais là, on arrive à les rencontrer parce qu'ils se promènent dans le salon des hôtels. Et puis en mobilisant aussi là encore, ça reste un peu fruste, mais ça se sophistique de plus en plus, des outils de simulation qui permettent de faire l'expérience du projet. Alors là, c'est du serious game pour de jeunes enfants, mais on apprend à ce que c'est la densité, comme une densité peut donner lieu à des formes urbaines différentes, mais le langage, c'est quand même celui de la densité. Donc, il y a tout ce travail qui est fait. Et le débat persiste en se disant, oui, alors là, on a un événement, mais ce serait bien d'avoir quelque chose qui permette d'animer la production urbaine genevoise sur la longue durée, et d'avoir le grand événement qui marque le calendrier, où on se rend pour se rencontrer et bénéficier de l'information. On commence de plus en plus à discuter, là c'est l'événement auquel j'ai participé sur 10 ans, qui est l'événement de la création d'une quinzaine de l'urbanisme, qui avait pour mission de créer une culture architecturale et urbanistique genevoise, à partir de la question de la difficulté de construire et des réticences à accepter le plan directeur cantonal. Donc, on va rencontrer des gens, puis en même temps, on va les éduquer, et on va leur faire comprendre d'une autre manière le plan directeur. Alors d'abord, là aussi, de manière hyper classique, la table ronde ou la conférence d'experts. Puis assez rapidement, on s'aperçoit que c'est peut-être le meilleur moyen de décourager le public non averti. Et puis ça devient, on tourne sur des formes un peu plus festives ou un peu plus, on va dire bling bling aussi. On organise le buffet des quartiers, on est invité à venir manger pour discuter de la forme que prendra le quartier dans un avenir plus ou moins proche. Et puis après, on s'aperçoit que quand même on ignore les publics les plus jeunes. Donc on va travailler sur des activités avec les jeunes pour leur apprendre à densifier ou adapter la ville à la transition écologique. C'est toujours la même ligne narrative qui est tirée, dans des activités diverses et multiples. Puis on s'aperçoit, encore une fois, que finalement, c'est bien, mais c'est une quinzaine de l'urbanisme, qui est plus une quinzaine des urbanistes, plus une quinzaine de l'urbanisme, dans la mesure où on reste quand même dans une certaine forme d'entre-soi. Et le service qui porte la concertation dit, mais il faut communiquer différemment, en fait. Et il faut que notre récit se déploie à travers d'autres médiations, et pas simplement ça, qui intéresse simplement les personnes qui sont déjà intéressées, préalablement. Et ça va être la mise en place d'un festival tout public de la ville, qui va se déployer en plusieurs événements dans l'année, où, de manière assez claire, c'est affirmé, c'est un festival qui est destiné au grand public. Et pour que ce soit destiné au grand public, il faut faire des choses qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'urbanisme. Comme par exemple un concert de Eric Truffat et Christophe Calpini, deux grands jazzman que vous connaissez peut-être. On peut se dire, mais quel est le rapport finalement avec des projets urbains? Le rapport, il était assez évident en fait. Ça permettait de faire venir un public qui ne s'intéresse pas au projet urbain sur le périmètre de ce grand projet et de prendre connaissance de la matérialité dans laquelle la ville de Genève allait se déployer par la suite. Ça permet de faire l'expérience finalement de ce plan directeur en vivant une situation dans un périmètre qui va se transformer et de montrer pourquoi il est transformé. C'est une zone industrielle, c'est des locaux, etc., etc. Transformons-le, il n'y a aucune raison de s'y opposer. Avec des brunchs populaires qui étaient organisés, des activités. Finalement, on a très peu parlé d'urbanisme, de fabrication de skates sur ce périmètre-là, etc., etc. Une quantité d'événements qui relevaient plus du festival et du festif. Finalement, là, je passe un peu rapidement parce que c'est le temps que je me taise, on a eu, pendant une dizaine d'années, un assemblage qui s'est déployé à partir d'une situation problème, les blocages du plan directeur, un récit qui s'accompagnait et la façon de faire circuler ce récit. C'est donc assez rapidement que la petite brochure ne servait à rien, si ce n'est aux élus qui avaient voté le plan, mais qu'après, il fallait le faire vivre, ce récit, et le faire éprouver corporellement.
il y a d'abord eu quelque chose d'assez frustre qui est l'exposition, où de manière assez disciplinée, on se promène devant des posters, devant des planches. Et puis après, la nécessité de finalement mobiliser un peu plus le corps et de faire entrer dans l'intrigue au moyen de jeux, de simulations, au moyen de serious games. Et puis après, on a encore approfondi finalement cette narration en mobilisant d'autres types d'événements plus festifs. C'est-à-dire pratiquer les lieux au moyen d'un concert ou un moyen d'atelier de skate, de réparation, etc., dans une économie plus collaborative. À mesure qu'on communiquait plus le projet, on a aussi augmenté la participation. On a recruté des publics de plus en plus divers, des publics qui ne venaient pas aux ateliers participatifs, qui n'y étaient pas intéressés ou qui ne s'y sentaient pas légitimes. Des enfants, des personnes qui viennent juste pour faire du skate ou réparer du skate, etc., qui d'un seul coup ont commencé à s'intéresser à cette production urbaine. Donc on voit qu'il est difficile finalement de dire non, c'est que de la com ou c'est de la participation. Il y a une forme d'hybridation de ces deux registres. Donc on est plutôt dans un assemblage qui fait que ce vieux schéma, vision, plan, document, récit, expérience, intériorisation, n'est pas tout à fait juste. Et que le vrai schéma, c'est vraiment celui-ci, avec un plan directeur qui est le vaisseau amiral, au milieu, à partir duquel tous les dispositifs de communication participation se déploient. Ce qui fait le nœud de la production du territoire, c'est ça. Et si cette vision-là, elle n'est pas partagée, tout s'effondre. Alors, ça peut se déployer sous forme de discours et de production technique, des fiches techniques, des feuilles de route, du discours politique, mais le gros de ce qui s'est mis en place ces 10 dernières années, il est aussi là-dessus. Moyen de brunch, de concerts, de festivals explore, etc., etc., etc. On pourrait se dire, c'est que de la com. Encore une fois, c'est pas que de la com. C'est augmenter l'engagement des publics dans ce débat-là. C'est engager des publics dans la compréhension du plan directeur cantonal. C'est créer une culture par différents médias ou être amené à s'intéresser à. Donc, difficile d'avoir des approches trop clivantes. Maintenant, si on réintroduit quand même les catégories de Marie-Laure Ryan, on peut se dire que c'est un dispositif qui fait du storytelling sans le savoir, du transmédia storytelling sans le savoir, et comme il s'est mis en place un peu de manière spontanée, avec la créativité des différents acteurs, aussi ce qu'ils poursuivaient comme intention, évidemment, il y a plein de choses où ça pourrait mieux fonctionner. Alors c'est un dispositif qui est auto-engendré pour mieux faire comprendre les objectifs du plan directeur cantonal, même si on a une lecture de la communication et ce qui doit être fait, avec des acteurs, des organisateurs, des organisatrices qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils sont en train de mettre en place et des effets que vont avoir les techniques qu'ils mobilisent sur les usages de ce qu'on va en avoir. Ils comprennent, et ils sont conscients de ce qu'un concert fait au corps qui va aller assister à ce concert et la manière dont il va éprouver le quartier en transformation. Ils sont conscients de ce que l'activité d'un atelier de production de skate fait au corps qui y va et qui découvre une route qui va devenir, une autoroute qui va devenir un boulevard urbain. C'est conscient, c'est délibéré et c'est structuré. Et les régimes sensibles sont fortement thématisés, si on pense au Cresson. Je me souviens d'une première séance qu'on avait eue. Ça partait aussi à la plaisanterie croisée, mais quelqu'un au moment de la séance dit, mais en fait, si on a de la peine à densifier, c'est parce que les gens n'aiment pas le béton. Moi, j'aimerais que... C'était il y a 10 ans, ça fait être très daté maintenant. Il faudrait leur faire comprendre que le béton, c'est durable et que c'est beau. On continue à discuter là-dessus. Enfin, moi, je continue à prendre des notes, surtout. Et puis, on arrive quand même à l'idée de murs en béton exposés sur un parking qui nous permettent d'aller toucher le grain. On peut imaginer les corps qui se frottent contre les panneaux de béton sur un parking.
très belle scène de film, je trouve. On voit comment le sensible peut être mobilisé pour faire passer un discours sur autre chose, si on caricature à l'extrême. Mais c'est thématisé, c'est conscientisé. Deuxième chose, c'est un dispositif qui fonctionne mal du point de vue des interactions externes. C'est-à-dire que finalement, il y a peu de documents qui sont mis à disposition. C'est toujours la même histoire qu'on raconte sous un autre forme. On a des périmètres, on doit produire du logement, donc il faut densifier. Et ça tourne un peu là-dessus. Et on densifie en ménageant des espaces naturels, en renaturant, mais ça bloque là-dessus. Mais c'est toujours le même discours. Donc du point de vue des interactions productives, il y en a globalement peu, dans la mesure où les traces que laissent les usagers, elles sont assez faibles. Et puis surtout, on ne sait pas qu'en faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment s'emparer finalement des histoires que racontent les habitants autour de ces dispositifs de participation. Ce qu'ils émettent comme idée, par exemple, quand ils sont en train de découvrir une activité sur le périmètre du PAV. Donc, si on a des intentions participatives, on voit que la manière après de thésauriser cette participation et de faire projet à partir de cette participation, à partir des traces qu'ont laissées les habitants et les habitantes, ça dysfonctionne. Mais peut-être parce que c'est un dispositif qui n'est pas assez transparent et on est plus dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'adaptation, encore une fois. C'est le plan directeur cantonal et ses différents grands projets qui est raconté d'une autre manière pour qu'on les comprenne et qu'on y adhère peut-être plus que les discuter. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a une fragilité encore et on pourrait se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour la suite de vos métiers autour de ces questions-là. Voilà, je m'arrête sur ces 3 dernières lignes qui sont une espèce d'évaluation du dispositif. Une dernière phrase en forme de conclusion. Alors, sous forme de bilan aussi. Dans l'immense bibliographie qui traite du récit en urbanisme, on voit qu'on peut surpartager entre est-ce que c'est un outil de démocratisation ou est-ce que c'est un outil de manipulation. C'est une mauvaise question puisque vraisemblablement c'est les deux en même temps. Quand vous êtes dans une administration et que vous mettez en récit un document d'urbanisme, c'est pour faire plus participer, c'est une obligation politique à la participation, mais sans être habité par l'esprit du grand capital qui planerait au-dessus de vous. Vous êtes juste des êtres humains, vous cherchez à vous faciliter le travail, à faire passer le projet pour lequel vous avez travaillé pendant des années. Et le récit sert à ça aussi. C'est une forme de une valorisation de ce que vous avez fait, vous voulez le faire comprendre, le faire partager, pour que ça se réalise. Sans que ce soit... c'est quelque chose de très ordinaire et de très banal. On peut l'écouter avec une oreille bienveillante, et se dire qu'il y a une quantité de décisions qui sont juste liées à ça. C'est une hypothèse qu'on pourrait faire. C'est le nombre de décisions qui sont liées à la théorie du moindre effort dans une administration. Donc, le récit, il est là entre deux, quoi. Et puis, parfois, il cherche à faire mieux participer, parfois, il cherche à faire passer un projet, parce que aussi, on veut se faciliter la vie. On a vu que c'est intéressant d'aller regarder dans d'autres disciplines les produits théoriques qui sont formulés, parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans un champ donné. D'aller chercher dans le champ des études culturelles, des théories des médias ou des théories littéraires pour thématiser ce qui se fait dans le champ de l'urbanisme, ça fait sens et ça donne un autre éclairage. Et ça permet surtout de faire émerger des enseignements. Comment améliorer ce dispositif finalement pour qu'il devienne plus participatif. Donc c'est une invitation faite à chacun, à chacune, à avoir beaucoup de lectures finalement buissonnières et à ne pas rester dans sa propre discipline. Parce que le meilleur moyen de renouveler sa propre discipline, c'est d'aller regarder ce qui se fait ailleurs. Et puis en fait, tout au bout du bout, on peut se dire que si on arrivait à faire de l'urbanisme un produit culturel de masse, ça serait super bien en fait.
parce que c'est la série qui nous engage le plus dans nos vies, jour après jour. Donc si on arrive à s'inspirer de ce qui se fait dans l'univers de la production culturelle autour du transmédia storytelling, pour faire participer de plus en plus de gens dans cette série formidable qui s'appelle La Fabrique urbaine, je pense qu'on aura tous et toutes réussi, finalement, ce pourquoi on a été formés ou déformés à un moment donné de notre existence. Donc je vous invite à essayer de travailler au jour le jour à faire de l'urbanisme une production culturelle comme une autre. Et je me finirai là-dessus. Alors, merci beaucoup, Laurent. Je ne sais pas s'il y a un micro portable dans notre affaire. Je toiletterai le PowerPoint de ces nombreuses coquilles. Tu pourras pointer s'il y a des prises de parole au micro. Je me prépare un PowerPoint dans un train, et puis je vous l'enverrai. Bon, ben merci. Oui, puis nous le communiquera. Vous demandez à Charles et à moi de vous le communiquer pour ceux à qui on n'écrira pas directement. Et c'est vrai qu'on est un peu sur une tonalité douce amère sur la question du récit, puisque, comme tu le dis toi-même, on penche d'un côté et de l'autre selon la façon aussi dont on présente des choses. Ce qui amène aussi à la question du contenu, c'est-à-dire quel contenu est derrière, et c'est là sans doute où les choses se différencient et prennent d'autres tonalités. Mais je pense que on va passer aux questions. Alors en plus on a donné des textes de toi à lire à 4-5 étudiants. Voilà. À vous, la parole. Du coup, oui, vous parliez d'essayer de rendre le récit un peu plus démocratique. Est-ce que vous avez des pistes pour ça? Ce qui fonctionne mal, dans ce que j'ai observé, ce que je trouve qui fonctionne mal, c'est quand vous allez solliciter des récits auprès de populations habitantes, et ça, Pascal en parlera bien mieux que moi, et toi aussi, c'est vos paroles rendues en fait. C'est quand on va solliciter du récit, soit pour rien en faire, et ça arrive. J'ai un exemple. On m'expliquait qu'on avait une quantité de données, mais qu'on ne savait pas quoi en faire. Donc on cherchait un écrivain pour mettre tout ça en scène. Ou alors c'est juste des éléments qui sont ressortis pour argumenter des orientations qui ont déjà été prises. C'est la pire façon de faire du projet à partir du récit, je pense, quand la phrase sert à argumenter la proposition qu'avait déjà le concepteur, au sens large du terme, avant la lettre. Et une quantité de démarches sont structurées comme ça. De démarches participatives, où les questions sont posées, donc elles sont cadrées, ou si ce n'est pas les questions qui sont posées, c'est vous avez une série de grands thèmes qui sont posés, et donc c'est cadré. Ou alors, vous désigne des experts qui vont vous accompagner, et c'est cadré. Une façon que je trouve intéressante de faire, 30 secondes pour répondre, c'est une démarche qu'on a faite actuellement avec des collègues dans le cadre d'un projet de recherche. On s'est dit on va travailler avec le récit pour faire émerger quelque chose qui serait plus difficilement décelable dans les démarches ordinaires. On s'est dit finalement pour que ce soit plus original, on va commencer à travailler avec des populations qui viennent moins souvent aux ateliers participatifs, des migrants, des enfants, des populations plus précaires, des personnes âgées. Et puis, pour éviter l'effet d'autocensure qu'il y a toujours un peu au départ quand on est dans un dispositif participatif, finalement, on ne va pas les approcher sur la question de la ville. Puis on a travaillé à partir d'ateliers d'écriture qui ont été faits dans des quartiers. Et puis il y avait des collectifs d'écrivains qui nous accompagnaient, qui ont fait ces ateliers d'écriture où ils étaient invités à écrire en lien avec la ville, mais pas directement pour nourrir le projet. Donc c'était d'abord de l'écriture, avec des choses très ordinaires en géo. Ça décrivait, ils commençaient par décrire un peu leur quartier, une promenade qu'ils faisaient jour après jour. Puis après avoir fait ça, ils étaient organisés en petits groupes en fonction de l'itinéraire qu'ils employaient. Et puis l'idée c'était de faire devenir de plus en plus d'imaginaire. Donc il y avait un jeu de cartes qu'on leur avait donné, ils tiraient des cartes qui faisaient intervenir des situations.
dans cette narration. Bref, ils ont commencé à structurer un récit, d'abord de manière très fragmentaire, très rudimentaire, puis ce récit a pris de l'épaisseur. Et à la fin, après qu'ils aient travaillé en groupe, on leur a dit, bon, maintenant, seul, vous rédigez une situation où vous devez remobiliser des éléments qui ont été thématisés préalablement dans les groupes, mais vous nous décrivez un élément un peu surprenant. Vous vous réveillez le matin, quelque chose de surprenant a changé dans votre paysage, et vous en faites la narration jusqu'au point de résolution. Donc ils se sont donnés à fond. Encore une fois, on parlait très peu de la ville. Puis après, les écrivains ont commencé à analyser tous ces récits qui ont été récupérés, il y en avait plus de 180, je crois. Puis ils ont fait émerger des grands thèmes. Ils se sont dit, mais c'est génial ces grands thèmes. Ils se sont saisis pour créer une fiction. C'est des écrivains, donc c'est leur boulot. Donc ils ont rédigé une fiction. Puis la fiction a fait ressortir les deux grands thèmes majeurs, qui étaient la présence de l'eau à Genève, une grande aspiration à avoir plus d'eau partout, puis la peur de la solitude. C'est vraisemblablement un reliquat du confinement. Puis ils ont créé un peu un récit dystopique sur une Genève ennoyée, réorganisée dans des micro-communautés à l'échelle de blocs d'immeubles. Puis on arrive à ce moment-là, puis on a ce matériau, on dit, bah voilà, super, on a fait des ateliers d'écriture pour que des écrivains produisent un bouquin, pas forcément très intéressant pour l'urbanisme. On se dit, voilà. Si au lieu de se demander ce que le récit, dans ce contexte-là, nous dit du futur, si on se disait, bah, ce récit-là, d'une Genève ennoyée, qu'est-ce qui nous permet de nous dire des qualités du présent? Puis on a rebalancé le récit aux personnes qui étaient dans les ateliers, puis après d'autres personnes qu'on a saisies dans la rue, 280 cette fois. Et puis on les a invités finalement à faire une cartographie des lieux qui allaient leur manquer. Donc finalement ça devenait un inventaire ordinaire de tout ce qui leur manquerait. Et là, on a recommencé à retrouver l'urbanisme. On a pu faire cette cartographie un peu sensible des lieux d'attachement qui donne lieu à... Alors là, le site il est en train de développer, il va être fini prochainement, je pourrais vous envoyer le lien. Qui fait une cartographie un peu contributive où il y a des lieux qui vont manquer, pourquoi, puis après on pourra aller alimenter soi-même le site à distance. Puis on s'amusait à faire une fiche du plan directeur cantonal de préservation des lieux ordinaires. Donc là c'est une façon de se saisir du récit complètement détourné, mais qui fait survenir quelque chose qui n'aurait peut-être pas apparu préalablement. Et qui est peut-être aussi assez proche de ce que vous faites quand vous faites vos cheminements. On réactive la parole en croisant différents champs. Mais d'abord on parle. Alors que bien souvent on fait tout le contraire. C'est d'abord on pose la consigne, puis on se saisit du récit pour aller le mettre à un endroit. Voilà. J'étais un peu long, mais c'est pour répondre par l'exemple. Je crois que en fait c'est dans la même ligne que la dernière question. C'est autour de cette. Oui, d'une manière, c'est la dernière remarque de faire de l'urbanisme une culture de masse. Et là, je ne sais pas si c'était exactement. De faire comme. De prendre le modèle des séries de télé comme une manière de faire l'urbanisme. Et l'exemple que tu viens de décrire, c'est tout à l'inverse, en fait, de cette sorte de l'exemple de la studio de production, quoi, de la vaisseau mère, qui est vraiment une sorte de grande entité qui donne toutes les lignes directives, en fait. Univocale, même si ça se répand dans plein de différents médias et tout le reste, mais qui, tout l'exemple que tu nous as donné de Genève, c'était à quel point la parole ne retournait pas, avait aucun impact, en fait, sur le plan directeur. Dans la manière dont ça a été raconté, c'était comme plutôt une grande campagne de communication, de convaincre, plutôt que de débat et de trouver les différents formats de négociation, de débat et de remise en question, en fait, des lignes directives. Il avait toute cette... j'ai pas encore réussi à formuler une question. Peut-être juste pour porter un amendement, peut-être j'ai présenté les choses de manière trop catégorique. Le dispositif, comme il est pensé, adapté progressivement sur 10 ans, donc c'est une construction, il part d'une situation problème et puis il cherche à répondre à cette situation problème. Mais par exemple, dans le cadre...
du festival Explore, qui est un festival participatif quand même, tu as de la remontée d'informations. Mais après, la question, c'est comment est-ce que tu arrives à traiter ces éléments qui ont été amenés par différentes démarches, du théâtre de rue, etc., etc. Et c'est là où on a des dispositifs, et peut-être que là, la solution elle sera peut-être liée à la façon dont on peut gérer, c'est de la data qu'on laisse, donc c'est la façon dont on peut gérer finalement de la data massive à partir de ce type de dispositif. Là, dans ce que nous on essaie de mettre en place, petit à petit le site il appelait à devenir contributif et d'avoir un inventaire qui bouge en permanence. Peut-être qu'on pourrait avoir ce type de dispositif dans le cadre de la planification directrice où on aurait des plans qui seraient des plans responsifs, qui s'adapteraient en permanence en fonction des traces qu'on laisserait soit en ligne, soit dans un dispositif participatif qui conduirait à des formes d'adaptation. Mais c'est autre chose qu'un plan directeur qui prévoit sur les 30 prochaines années, donc une stabilité. Peut-être là, les choses vont être... On est au début d'une période, je pense. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose qui se développe comme une sorte de production culturelle de masse de l'urbanisme. Parce que ça peut être quand même une série assez passionnante. Oui, et ça donne... Et c'est ces questions de masse qui me provoquent, je ne sais pas pourquoi. En masse et populaire. Et comment une sorte de média de masse media, c'est presque toujours une média où les moyens de production sont concentrés dans les mains de quelques-uns et quelques-unes. Et on le voit avec, que ce soit le cinéma, la télé, tout. Chaque fois, il y a une sorte de monopolisation de ces formes de production. Alors ça serait le temps 2 des systèmes de communication de masse tels qu'ils sont décrits par les théories des médias ou les études des fans, qui montrent à quel point le fan, finalement, il est aussi co-constructeur de la narration. C'est une façon de transiger. Pascal? J'accroche sur masse, moi j'accroche sur production, j'accroche sur fabrique, j'accroche sur la manière dont toi, enfin, les gens auxquels tu te réfères opposent démocratisation à manipulation, comme si c'était le contraire l'un de l'autre, etc. Qui me semble en effet un type de vocabulaire qui on n'en sort pas, c'est-à-dire que c'est le vocabulaire utilisé précisément par ceux qui sont du côté de ces productions, de ces volontés de faire passer des choses, de stratégies donc de communication, de manipulation, etc. etc. Et donc je me dis que voilà, c'est difficile, enfin peut-être faut-il inventer des vocabulaires autres dans le mode même de description de ces mécanismes, parce que sinon on ne fait que les auto-amplifier et on est toujours perdant. Je pense à un moment donné, tu as dit voilà une façon de faire circuler le récit. Et puis tout à l'heure, à l'instant, tu viens de parler des data, etc. Et moi, je viens de lire des trucs de Fanny Lopez, là, qui a sorti deux bouquins récemment sur les impacts architecturaux dans le territoire des data centers, etc. Et il explique que ce sont des volumes, d'une part, qu'on n'a jamais connus en termes de construction, des contrôles d'environnement qui cumulent les hôpitaux les plus sophistiqués, les centrales nucléaires les plus sophistiquées, les anti-aériens les plus sophistiqués, plus encore bien d'autres choses. Et surtout, et tout cela pour un lieu dont le seul but est de faire circuler la donnée. Parce que si la donnée s'arrête, tout s'arrête. Et je trouve que c'est une métaphore très très forte du monde dans lequel on vit. Et je vois qu'on est piégé par ces mots-là dans nos façons de décrire des choses que l'on voudrait échapper à ces systèmes-là. Et donc, voilà, moi je réfléchis. Alors, tu viens de parler, moi je parle depuis très longtemps de plan de référence évolutif. Je n'arrive jamais à institutionnaliser ça parce que probablement ça n'est pas institutionnalisable. Et si on veut sortir du plan
de la planification, comment est-ce qu'on fait, quoi. Et est-ce que là, les nouveaux outils permettraient de faire évoluer des choses, etc. Il y a quand même des rythmes qui doivent être donnés, parce qu'il y a quand même, ça s'affronte à toute l'économie et aux engagements que les gens ont, des délais que les gens ont besoin pour investir, etc. etc. Bon, c'est encore un autre registre. Et du coup, moi, je me demandais, surtout dans cette opposition entre manipulation et démocratisation, en fait. Manipulation, c'est l'idée de faire passer, c'est l'idée de convaincre, c'est l'idée de même faire porter la chose par l'autre. La démocratisation, c'est plutôt l'idée d'impliquer, de faire réfléchir, de lever des a priori, etc., etc. Et moi, j'introduis toujours un tiers, et je me dis que c'est vraiment le sensible qui est la dimension tierce qui permettrait d'interdire, d'opposer manipulation, démocratisation. Manipulation, forcément, on essaye de convaincre, c'est ce que tu as expliqué aussi. Et le sensible, c'est bien pour nous ce rapport entre les trois sens du mot sens, c'est-à-dire donner du sens à un projet en train de se faire, faire sentir, alors là, il faudrait voir ton histoire de béton, on va se frotter, je pense que c'est précisément pas ça, le faire passer par du sensoriel, mais c'est en effet faire des expériences qui soient réelles, qui soient en situation, et pas une expérience où on construit un mur pour se caresser. C'est peut-être précisément le contre-exemple, hein, l'illusion de cette dimension-là. Et puis orienter, le sens, c'est donner un sens, donc c'est s'orienter vers. Mais on donne une orientation, on ne donne pas un but, une finalité comme dans la planification ordinaire. Ouais. Du coup, je me dis dans ce... Voilà, il y a une espèce de circulation qui devient possible à ce moment-là, entre trois enjeux qui, pour des gens différents, ou pour même les mêmes personnes, sont toujours co-présents, mais qui nous donnent un outil pour ne pas tomber dans le piège de l'amplification du processus que l'on décrit, parce que on part des mots même mobilisés par ces institutions. Je réagis sur le sensible, en fait. Parce que là, c'est peut-être pas dans le sens dans lequel tu le mobilises, mais ces dispositifs, qui sont des dispositifs hybrides, qui sont ni dans un art manipulatoire, ni dans un tout démocratique, où on serait dans la coproduction de l'espace, au sens de Lefebvre, pratiquement. C'est tous des dispositifs qui se structurent autour du sensible. C'est des dispositifs qui se construisent. C'est ça que je trouve intéressant, en fait. C'est l'idée, je rembobine, c'est l'idée qu'il se déploie à partir d'un principe de communication, de relations publiques, on rencontre des gens. On n'est pas dans le message, on n'est pas dans l'échange d'informations, mais dans la dimension fatigue. Alors, si je considère que c'est un hybride, c'est parce que je considère que les acteurs sont tiraillés. Et qu'il y a des fois où ils doivent communiquer sur le projet. Et ils doivent communiquer sur le projet à partir d'un agenda politique et d'un agenda personnel qui est la loi de l'emmerdement minimal. D'autres réactions? Alors moi, j'avais une réaction sur exactement les mêmes questions, mais au lieu d'hybrider trois choses, moi j'en supprimerai deux. Mais enfin, sur cette histoire de, effectivement, d'un côté il y aurait de l'emprise et de l'autre du participatif, et qu'au fond on ne pourrait pas trancher. Peut-être qu'il y a des formes de récits, enfin j'en ai un ou deux en tête, un peu des vieux trucs, hein, mais il y a des formes de récits qui sont aucun des deux. C'est-à-dire qui ne cherchent ni la participation ni l'emprise, et qui, d'une certaine façon, seraient peut-être populaires, ouverts, enfin, voilà, laisseraient du sens ouvert et susciteraient pas moins de débats, voire plus. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des récits, parce que finalement, sur cette emprise manipulatoire, on est beaucoup dans une histoire de la rhétorique. Voilà, et puis avec des débats de la Grèce antique sur est-ce qu'on est platonicien, et on propose un discours argumentatif
est rationalisé, ou est-ce qu'on est rhétoricien et on propose des figures de style éloquentes et puissantes qui marquent les esprits. Peut-être qu'il y a des formes de récits qui sont tout simplement pauvres. Et à propos d'urbanisme, j'avais en tête les documentaires réalisés par Jean-Claude Pijat et Éric Romer, notamment alors il y en a sur Cergy, et puis il y en a un sur Grenoble et Chirol, voilà, qui sont, alors est-ce qu'il y a une part de récit? Peut-être pas, peut-être moins, peut-être réduite, mais il n'empêche un petit peu. Et puis, ce sont des formes pauvres qui se contentent de monter des images et des témoignages, et il me semble qu'elles provoquerait ou proposerait pas moins de débats. Voilà, je pensais à ça en matière de troisième voie. Et puis, je pensais à une autre façon de faire aussi, où là, il y a clairement du récit, mais qui est un récit qui n'est pas mobilisateur, contrairement à un terme que vous avez employé, mais un récit qui commence par déconstruire les choses. Je me souviens avoir vu à Vitry Patrick Bouchain, qui faisait le récit d'un récit, puisqu'il faisait le récit du récit qu'il avait proposé à la mairie de Bègle, qui souhaitait, sous un mandat de Noël Mamère, faire une piscine, et il expliquait ces images sans rien, dans une espèce de nudité, donc sans dispositif aucun, qu'il était arrivé au conseil municipal en expliquant qu'il détestait la piscine, il n'aimait pas, voilà, et que d'ailleurs il s'était renseigné sur Internet ou je ne sais quoi, et qu'on perdait des tas de petites peaux dans une piscine, enfin bref, que c'était dégueulasse. Enfin, il avait construit tout un récit, alors c'est un très bon orateur pour le coup, bien meilleur que moi. Voilà, et ce qui fait qu'à la fin de la séance, finalement, plus personne dans le conseil municipal voulait construire de piscine. C'était un espèce de récit déconstructeur, mais du coup, à partir de là, il y avait quand même eu un projet qui avait complètement bifurqué. De piscine sur rivière. Alors, de piscine, justement, du coup, plus du tout une piscine pour nager, mais avec un bassin pour que les gens se rencontrent et avec de la végétation qui permettait de recycler un petit peu l'eau, enfin voilà, avec un minimum de produits chimiques. Et puis, pour les gens qui voulaient faire du sport, des espèces de mécaniques sur lesquelles ils se positionnaient, ils faisaient des battements, et puis ça a généré de l'énergie solaire, je ne sais quoi, enfin l'énergie mécanique, il y avait des panneaux solaires, enfin voilà. Bref, ça avait fini par faire une piscine, mais qui avait complètement bifurqué par rapport au projet initial. Il me semblait que c'était peut-être deux formes de récits qui sortaient un peu de cette impasse entre emprise, manipulation et participation. Voilà. Alors, oui, je suis entièrement d'accord. Sauf que là, ça se concentrait que là-dessus, en fait. Oui. Dans l'entonnoir, qui consiste à se dire que c'est la façon dont le récit est un outil. Donc c'est déjà une conception assez particulière du récit. C'est l'outil au service d'une administration, ou de professionnels ou de concepteurs. Alors, Bouchain, il est au service de l'administration. Alors on aurait pu remonter là. On pourrait repartir là-dessus sur les imaginaires aussi. C'est cette génération-là. Oui, c'est vrai qu'on a un peu vite oublié que le focus sur le troisième, en fait, que tu fais. C'était vraiment le focus sur la mise en intrigue. Alors moi j'ai un troisième cas qui me semble concerne des projets de planification de Lacaton et Vassal qui avait été embauché par la mairie de Bordeaux à l'époque où Alain Juppé était maire et qui a été mandaté pour faire l'étude d'aménagement d'une place et qui était arrivé avec la conclusion, alors c'est pas un récit mais c'est une étude effectivement qu'au fond après différents constats qui pour partie devaient être narrés, enfin de l'ordre d'une enquête un petit peu narrée, estimait qu'il fallait rien faire sur cette place. Et du coup, Alain Juppé n'a rien fait sur cette place. Voilà, donc voilà. C'est-à-dire que je ne sais pas si... moi, je résiste un peu à penser que